Bonjour, vous le savez, mais le but de la chaîne est de vulgariser la microbiologie à des non-scientifiques. Parlons donc d'un truc qui n'a rien à voir, parlons de biofilm. Get in. Alors oui, qu'est-ce qu'on entend par biofilm? C'est un agglomérat de cellules bactériennes, entre autres. Et ces biofilms, il y en a absolument partout. Non seulement il y en a partout, mais en plus ça colle. Ça colle très fort, c'est même un des problèmes des biofilms. Pour vous représenter l'idée, imaginez n'importe quel matériel, n'importe quel support, comme le métal, il y a des biofilms, le plastique, il y a des biofilms aussi, les rochers, il y a des biofilms aussi, les plantes, encore des biofilms, ou même vos dents. Vous savez, cette petite plaque dentaire qui reste sur vos dents, ce sont des biofilms. Il y a beaucoup de bactéries là-dessus. Et je parie que vous avez également léché vos dents en entendant ça. Vous inquiétez pas, ça va devenir de plus en plus dégueu. Mais dans le doute, de toute façon même pas dans le doute, lavez-vous les dents. Dans la plupart des milieux, les bactéries forment ce que l'on appelle des biofilms, des petites structures qui leur permettent de communiquer, de survivre au stress de l'environnement et de se reproduire plus facilement. Bref, les biofilms, c'est dégueu et ça sert à plein de trucs, pour nos amis microbes. Les biofilms, je l'ai dit et je le répète, mais on en a trouvé un peu partout. Et la capacité de former des biofilms, ce n'est pas la capacité d'une seule ou de quelques microbes. Énormément de microbes peuvent former des biofilms. Le principal constituant d'un biofilm, c'est quoi? Eh bien c'est ce que l'on appelle un exopolysaccharide, ou EPS. En gros, c'est du sucre. Le développement du biofilm se fait en réponse à des stimuli. En effet, une bactérie ne va pas commencer à faire un biofilm toute seule comme une grande. Il faut qu'il y ait un peu de communication, notamment via le quorum sensing, dont on a déjà parlé avant sur la chaîne. Comme quoi, tout est lié. Et ce biofilm, eh bien, vous avez de la chance, on va en parler aujourd'hui. Oui, ça c'était l'intro. Et on va parler aussi dans 2 semaines. Et dans 1 mois. On a plein de choses à dire sur les biofilms. Et vous avez de la chance, le biofilm, ça fait partie des choses qui sont relativement bien communiquées sur YouTube. Relativement. Donc je vais utiliser des vidéos d'illustration qui ne sont pas de moi, mais bien, vous pouvez regarder en description et vous trouverez les sources de ces vidéos. Un biofilm, c'est donc un assemblage de micro-organismes attachés à une surface et enveloppés dans un assemblage de sucre, qu'ils ont eux-mêmes sécrétés et qui marchent comme un consortia qui va conférer un avantage à la communauté. Vous voyez le biofilm comme l'équivalent microbien du BTP. C'est tout con. L'avantage du biofilm, c'est qu'il va faciliter l'assimilation de nutriments en travaillant comme une grosse éponge, mais également conférer une protection face à l'environnement, comme les phages, les prédateurs, d'autres microbes, voire même d'autres micro-organismes. Et ça va augmenter la tolérance du microbe au stress extérieur, comme les UV ou la chaleur. Et vous inquiétez pas, la chaleur, on va en parler dans pas longtemps. Non seulement ça permet aux micro-organismes de persister dans leur environnement, mais pour nous, ça nous pose de gros problèmes, que ce soit en industrie, en agroalimentaire ou en médecine. Rappelez-vous, quand on a parlé du quorum sensing, on a parlé du biofouling. Et le biofouling, c'est une des conséquences du biofilm. Un agrégat de bestioles qui va s'agréger de plus en plus et devenir extrêmement lourd, et mener à énormément de dégradation. Et tout ça, c'est dû à la production d'EPS, l'exopolysaccharide, du sucre. EPS qui est produit en réponse au quorum sensing. Encore une fois, on en avait déjà parlé sur la chaîne. Encore une fois, tout est lié. Il y a de nombreux facteurs qui vont influencer la formation du biofilm. Oui, parce que quand vous y réfléchissez bien, une coque de bateau et une feuille de plante, c'est pas la même chose. Donc forcément, les conditions vont pas être les mêmes. Et donc forcément, le biofilm va pas être le même non plus. Le biofilm, en plus d'être une petite ville pour microbes, a également la capacité de s'auto-réguler. Et oui, puisque le quorum sensing va mener à la production de biofilm, et que le biofilm va aider au quorum sensing, et donc, le quorum sensing va aider le biofilm, qui va aider le quorum sensing, qui va aider le biofilm. Bref, vous voyez un peu comment ça tourne en rond tout ça. Et surtout, comment tout ça s'auto-entretient. On pourrait prendre le cas de la médecine pour explorer les biofilms. Mais si vous suivez la chaîne et que vous vous êtes abonné, et si c'est pas le cas, c'est pas trop tard, vous pouvez le faire maintenant. Mais si vous suivez la chaîne depuis un petit moment, vous savez que moi et la médecine, ça fait 10. Et on peut aussi utiliser d'autres environnements, tels que le milieu marin. Et on va donc beaucoup s'appuyer sur le milieu marin dans ces 3 prochains épisodes. Oui, il y a 3 épisodes sur le biofilm. Encore une bonne raison de s'abonner. Parce que oui, en milieu marin, il y a tout un tas de différents biofilms. Il y a le biofouling sur les bateaux, mais il y a également le cas de la neige marine. La neige marine, c'est tout un tas de particules qui s'agglomèrent et qui forment des espèces de petits flocons. En gros, la neige marine... C'est de la merde! Ouais, plus ou moins, oui. Mais on peut également dire que ce sont des restes de poissons, de baleines, bref, ce sont des cadavres. Du coup, techniquement, dans la mer, le milieu marin, c'est un très bon exemple pour les biofilms. Pourquoi? Parce qu'il illustre très bien le rôle de ces derniers.
En effet, le biofilm va protéger vos bactéries, mais il va également leur permettre d'agglomérer des nutriments, et des nutriments dans l'océan, c'est pas si concentré que ça. Du coup, c'est vachement pratique d'avoir quelque chose qui permet de les récupérer plus facilement. Mais ça va également concentrer les AHL, les molécules qui servent pour le quorum sensing, et donc les molécules qui servent aux bactéries pour discuter entre elles. On a également évoqué la neige marine, mais on a également le cas des stromatolites, des fossiles de bactéries. On pourrait également parler des éponges et des coraux, mais j'ai pas envie. Donc on va juste être très générique. Les biofilms commencent tous plus ou moins de la même manière, par des bactéries qui s'agglomèrent. Puis on va avoir d'autres micro-organismes, puis des protozoaires et des algues, et enfin former une grosse couche visible bien dégueu. Vous vous rappelez de votre plaque dentaire? Et bien dans cette plaque dentaire, il y a 500 différentes bactéries qui prolifèrent, se développent et font la fête un peu tous les jours. Bon appétit! Les études sur les biofilms, ça remonte à longtemps, parce que ça a commencé dans les années 40 avec Zobel, en observant une matière un peu visqueuse et un peu dégueu qui s'est développée sur une surface. Mais jusque-là, rien de bien neuf. C'est 30 ans plus tard que justement une équipe va se dire que ce truc, ça a l'air dégueu, il faudra peut-être lui donner un nom. Et c'est là que commencera vraiment l'étude des biofilms. Et ils vont créer ce qui s'appelle la théorie du biofilm. C'est un peu comme la théorie de l'évolution, mais en plus dégueu. On a eu énormément d'infos sur les biofilms, pour tout un tas de raisons que l'on verra un peu plus tard. Je fais durer le suspense. J'ai parlé des stromatolites, les fossiles de bactéries. Mais ces structures, elles sont très importantes pour nous, pour l'étude de la vie. En effet, on a trouvé des stromatolites qui dataient de 3,3 à 3,4 milliards d'années. Ce qui fait que, s'il y a des fossiles de bactéries, il y avait donc des bactéries. Et donc la vie est au moins vieille de 3,4 milliards d'années. S'il y en a qui pensent le contraire, je suis désolé pour vous. Ces structures, on les a trouvées dans les points chauds, des sources hydrothermales, notamment en Afrique et en Australie. Et oui, vous inquiétez pas, les stromatolites sont liés également à des environnements extrêmes, que l'on aura l'occasion de voir un jour. Je sais, je tease, mais ça prend du temps tout ça. Et donc les biofilms, ça date. Ça date donc d'il y a longtemps. Mais pas que chez les bactéries. On a également noté chez certaines Corarchaeota, un groupe d'archées, qu'il y avait la capacité de produire des biofilms. On parle pas assez des archées sur cette chaîne, donc voilà, petite pépite pour vous, les amateurs d'archées. Et c'est vrai que c'est logique quand vous y pensez, cette histoire de stromatolites. Ah oui, parce que la vie a beau toujours trouver un chemin, au début la Terre c'était pas joli. Le pH était loin d'être neutre, les conditions pas très friendly, il y avait énormément d'UV, la température était forte, bref, vous n'y allez pas en camping là-bas. Justement, ça tombe bien, le biofilm il aide à supporter toutes ces variations de conditions, qui encore une fois ne sont pas super tip-top pour la vie. Alors comment se forme un biofilm? Alors succinctement, parce qu'on verra ça en détail la prochaine fois, mais en gros une bactérie va s'écraser sur une surface. Elle va y rester quelques temps, histoire de tâter le terrain, puis commencer justement à s'agglutiner dessus. Elle va coller, se multiplier et produire justement cette EPS. Puis d'autres potes microbes vont la rejoindre. Ça peut être des bactéries ou des archées. Et plus tard, ça peut être des champignons ou des microalgues, des trucs un petit peu plus gros. Puis à la fin, on va commencer à avoir des eucaryotes, des crustacés, qui vont se taper l'incruste, donc des incrustacés. Néanmoins, les bactéries restent les principaux composants du biofilm, c'est elles qui créent un peu tout ce côté visqueux et collant, qui va donc agglutiner plein de trucs, qui va donc agglutiner plein de bouffe, qui va donc agglutiner plein de microbes pour la bouffe, qui va donc agglutiner plein de prédateurs pour ces microbes, et qui va donc agglutiner plein de prédateurs pour ces prédateurs de microbes. Je vous jure, c'est logique. Alors c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup des archées sur la chaîne, et si vous suivez la chaîne depuis assez longtemps, vous savez que c'est parce que, ça reste relativement récent les archées. Mais, on peut parler de quelques archées qui produisent des biofilms, comme les archéoglobus, les thermococcus et les sulfolobus. Et c'est tout ce que j'ai à dire sur les archées, parce que sinon je rentre dans les détails et ça va être chiant. On a vu globalement ce qu'était un biofilm. Maintenant, allons un peu plus en profondeur là-dessus. Mais ne vous inquiétez pas, si vous avez loupé l'épisode précédent, ça devrait le faire. Un biofilm, c'est une structure microbienne complexe. Vous voyez ça comme l'équivalent du BTP.
Ça a pour rôle de fournir un abri pour le microbe, ce qui est toujours correct, mais également de faciliter les échanges entre microbes, parce que la communication c'est important. Et vous vous en doutez bien, quand on parle de microbes, on a toujours un organisme modèle ou deux qui traîne dans les placards. Par exemple, dans le cas des biofilms, on a le cas de Pseudomonas aeruginosa, un microbe très étudié en médecine. Oui, je sais, la médecine c'est pas super intéressant, mais bon, on fait ce qu'on peut, et dont on a utilisé justement pour voir un peu comment l'architecture d'un biofilm se construisait. Notamment, on s'est servi de Pseudomonas aeruginosa pour établir les 5 grandes étapes des biofilms, en utilisant la protéomique. Alors, la protéomique, c'est de voir le protéome d'un microbe. Un protéome, c'est l'ensemble des protéines sécrétées par un microbe, ou un organisme vivant en général. Et donc, chez Pseudomonas, on a vu 5 grandes étapes de développement d'un biofilm. Elles sont pas très compliquées, vous inquiétez pas. La première étape, c'est l'adhésion. Le microbe va s'écraser sur une surface, tâter un peu le terrain, et s'il trouve ça cosy et comfy, il va rester. Dans un premier temps, on aura donc une fixation réversible, le microbe va vraiment se poser la question si oui ou non il va y rester, et dans un second temps, la fixation va être irréversible. Ce sera confortable alors, pourquoi partir? La fixation irréversible, c'est la seconde étape. Vous avez vu, ça va vite. Les étapes 3 et 4, c'est le développement d'une colonie, puis l'extension de cette colonie. Et l'extension de cette colonie va faciliter l'extension du biofilm, qui va faciliter l'agrégation de nutriments, qui va faciliter l'extension de la colonie, qui va faciliter l'extension du biofilm, qui va faciliter la capture de nutriments, et patati et patata. Bref, vous avez l'idée. Puis vient l'étape numéro 5, qui n'est pas tant l'extension du biofilm, mais son essaimage. Le biofilm va grossir, et il y aura des fragments qui vont se libérer, permettant aux microbes à l'intérieur de ce biofilm de coloniser d'autres espaces, bien à l'abri dans un morceau de biofilm. Si vous suivez la chaîne depuis un petit moment, vous réaliserez que ce comportement, il fait un peu écho au comportement de Myxobacter, la bactérie qui chasse en meute. Si vous ne suivez pas la chaîne depuis longtemps, c'est pas grave, il suffit juste de laisser un petit j'aime, et pourquoi pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et c'est vrai qu'on n'est pas si loin de Myxobacter. En effet, il y a une création de biofilm dans les deux cas, il y a un quorum sensing dans les deux cas, donc Myxobacter peut être également un très bon cas d'étude pour les biofilms. Je pourrais expliquer ça un peu plus longtemps, ou je pourrais vous mettre justement les liens des deux vidéos qui parlent de quorum sensing, le blabla chez les bactéries, et de Myxobacter, la bactérie qui chasse en meute. Comme ça, moi ça me fait plus de vues, et vous, ça vous fait de l'occupation. C'est vrai que je l'ai dit lors de la première étape, mais la bactérie, elle se fixe un peu au hasard. On dit qu'elle se fixe de manière stochastique. En effet, elle va trouver un environnement un peu au pif, et si l'environnement lui convient, elle va y rester. Puis sinon, elle va se barrer, ou mourir, c'est selon. Un autre élément qui peut jouer, c'est la chémotaxie. Alors la chémotaxie, c'est quoi? Eh bien, c'est la faculté pour une bactérie de renifler un peu une trace. Elle va être attirée par des molécules, et elle va aller justement suivre la trace de molécules. Alors qu'est-ce qu'il y a dans un biofilm? Eh bien dans l'épisode précédent, j'ai évoqué le fait qu'il y avait des EPS, des exopolysaccharides, des sucres, mais il n'y a pas que ça. Il y a notamment des alginates, des molécules qui seraient responsables de la résistance des biofilms aux antibiotiques. Il y a également des protéines, non pas que les bactéries se mettent à soulever de la fonte, mais c'est juste que ça leur permet de se fixer plus facilement au support. On a également ce que l'on appelle de l'ADN extracellulaire. Alors c'est quoi de l'ADN extracellulaire? Eh bien quand une bactérie meurt, elle va se lyser, la cellule va se dissoudre et l'ADN va rester. De temps en temps, cet ADN va se faire boulotter et de temps en temps, cet ADN va rester dans l'environnement. Mais dans un biofilm, il y a énormément d'ADN extracellulaire, spécialement dans les biofilms jeunes. On pourrait donc se dire que l'ADN extracellulaire est très important dans la formation d'un biofilm jeune, donc dans les premières étapes de construction de ce biofilm. On a même une équipe qui a montré qu'il y a énormément d'ADN extracellulaire dans la base des biofilms, et cette localisation très localisée, elle aurait justement un rôle d'échafaudage dans la construction du biofilm, ainsi que sa maintenance. Un biofilm, ça peut grossir, et ça peut devenir très gros. Très gros, un peu comme celui qui est en train de se développer à cet instant dans l'évier de votre salle de bain. Donc faites-moi plaisir et après cette vidéo, allez nettoyer votre salle de bain. Vous ne voulez pas savoir ce qui pousse. Abonnez-vous, tout ça. Par contre, on peut revenir à nos thermophiles et parler de Thermotoga maritima, un charmant microbe qui pousse à 90 degrés, c'est un peu chaud, qui elle produit un lipide non imprononçable et dont le nom s'affiche à l'écran. Donc oui, c'est imprononçable.
On pourrait aussi voir l'autre côté du thermomètre en parlant des bactéries psychrophiles, des bactéries qui se développent à très faible température. Il y en a même certaines qui vont aux alentours du zéro. Ces microbes, les psychrophiles, vont justement sécréter des lipides dits insaturés, des lipides qui sont plus fluides que des lipides normaux, dits saturés, et qui vont justement faciliter la fluidification du biofilm et de leur membrane. Mais vous inquiétez pas, ça on verra ça quand on parlera des psychrophiles. Et oui, on va en parler un jour, parce que le script est déjà prêt. La bactérie marine Bacillus thermo-antarcticus produit un polysaccharide. Ce polysaccharide, il va avoir pour rôle, entre autres, d'assimiler, d'agglomérer et d'absorber des nutriments. Je le répète, mais c'est important. Ce biofilm, il va être fait de saccharides, de sulfate, de phosphate et d'acide uronique. Ta mère. Non, ça va permettre à notre microbe d'absorber plus facilement le fer et le zinc, des éléments qui sont très rares dans son environnement, mais dont elle a excessivement besoin. Pourquoi faire des biofilms? Eh bien, je l'ai déjà évoqué plus ou moins lors de l'épisode, et de l'épisode précédent, mais le but d'un biofilm, c'est de se protéger et de se développer. En effet, ça va faciliter l'agglutination d'éléments nutritifs, ce qui est toujours pratique. Ça va également produire une défense face aux UV, parce que les UV et l'ADN, ça fait pas bon ménage. Ça permet également une résistance aux métaux lourds, au stress acide, au stress thermique, à un fort taux de sel, ainsi qu'à la phagocytose, le fait de se faire boulotter par d'autres trucs. Et ça permet également la défense contre les agents antimicrobiens et les antibiotiques. Et ça, c'est fait par 3 mécanismes. Le premier mécanisme, c'est que le biofilm va choper un peu tout ce qui passe, notamment des métaux lourds ou des antibiotiques. Il va limiter leur propagation, permettant un peu de les diluer et protégeant la colonie. Bon, je vous cache pas qu'il y a une ou deux bactéries qui restent sur le carreau dans l'ensemble, mais comme l'a dit Darwin, on fait pas d'omelette sans casser les œufs. Un second mécanisme très intéressant de survie, pour les microbes, c'est la flemme. Et oui, comme les microbes sont bien au chaud dans leur biofilm, ils sont moins actifs. Et comme ils sont moins actifs, ils sont moins sensibles à des choses qui vont impacter leur métabolisme, vu que leur métabolisme est moins actif. Les antibiotiques, eux, ils impactent des bactéries très actives, notamment au niveau de leur duplication. Mais si une bactérie est flemmarde et qu'elle ne se duplique pas, eh bien justement, elle ne sera pas impactée par les antibiotiques, ou pas tant que ça. Le troisième mécanisme, et celui-là il est un peu tordu, c'est la création de sous-populations. En effet, une colonie de microbes, ça reste très varié. On peut avoir des groupes de microbes au sein d'un même biofilm d'une même espèce qui se différencient un petit peu. On va parler de souches. Et ces souches, dans un biofilm, elles peuvent interagir entre elles, mais légèrement, avec de légères différences, ce qui permet justement une diversité de leurs souches, ce qui permet une diversité de leur population, et donc une plus grande résistance. Parce qu'une population diversifiée, c'est une population plus résistante. Où je parle pas que de bactéries. Sauf que cette troisième théorie, elle est un peu plus dure à explorer, parce que vous le savez, ou pas, mais c'est pas grave, mais les micro-organismes, c'est dur à isoler. Alors une sous-partie d'une sous-race de population de microbes, bah c'est dur. C'est dur sa mère. Un biofilm, ça sert à plein de trucs. Mais les biofilms, c'est quand même un mécanisme d'adaptation qui est très ancien. On a parlé des stromatolites, vieux de plusieurs milliards d'années, mais également très répandu. Notamment, on en a parlé un peu avant, mais les EPS, les exopolysaccharides, ils fournissent un rôle crucial dans le biofilm. Cet EPS, j'ai déjà dit avant, mais il a un rôle crucial dans le biofilm, dans la formation de structures telles que la neige marine ou justement le biofouling des coques de bateau. En plus d'absorber les nutriments, les EPS vont fournir comme un toit aux microbes, leur permettant de s'abriter. Oui, je sais, je me répète dans cet épisode, mais c'est important. Le PS, il va avoir un rôle crucial aussi dans le piégeage des molécules toxiques. Et oui, vous pouvez pas être empoisonné si le poison ne vous parvient pas. Et ben là, c'est pareil. Le microbe, il va pas mourir d'un antibio si l'antibio, il l'atteint pas. Le PS, il va également stabiliser le pH, ce qui permet au microbe de ne pas être dissous dans de l'acide en cas de variation trop brusque, ou d'être dissous dans de l'eau de javel en cas de variation trop brusque. Parce que si le pH est trop bas, ça devient acide, et si le pH est trop haut, on dit qu'il est basique. Mais ça, ce sera pour d'autres épisodes. Aussi, le PS, il va jouer un rôle dans le quorum sensing, puisqu'il va concentrer justement les AHL, les molécules du quorum sensing, pour permettre aux microbes de discuter plus facilement. Les EPS, ils vont également servir pour les transferts de gènes horizontaux. Ça aussi, on en a parlé sur la chaîne, plusieurs fois. Mais bref, les transferts de gènes horizontaux, si vous n'avez pas vu les épisodes, c'est les facultés pour des microbes de s'échanger des morceaux de gènes. Et bien le PS, il va aider pour ça aussi, parce qu'il va permettre de concentrer les morceaux d'ADN. C'est vachement pratique. Et enfin, le PS va contribuer à l'ancrage physique du biofilm. Les EPS aussi, ils servent à ça. Les EPS vont fournir une protection contre les prédateurs. Rappelez-vous, les prédateurs, on a toute une série de vidéos sur les prédateurs. Eh bien, les EPS, ils vont protéger de ces prédateurs, notamment les abritant des substances chimiques qu'ils vont produire, entre autres. Il y a également une protection du biofilm contre les ROS, les radicaux libres. Ces choses dont on a parlé quand on a parlé des radiorésistants, des microbes qui résistent à 10 000 fois la dose létale de radiation. On a parlé de plein de choses sur la chaîne.
Pour faire un biofilm, il y a deux types de réponses nécessaires. Il y a la réponse active, qui va être la capacité d'un microbe à créer un biofilm, par exemple dans ses gènes, et la réponse passive. Ça va être la faculté de l'environnement à être plutôt biofilm friendly. Et tout ça, ça va rentrer en compte dans justement l'établissement du biofilm. Biofilm qui est une structure résistante, adaptable et élastique, parce qu'elle va justement s'adapter au stress physique de son environnement. Pensez aux grosses traînées dégueu que l'on voit lors des cours d'eau par exemple. Ah oui, un biofilm, ça peut avoir une tête de flaque ou une tête de long fil. Ça peut avoir plein de têtes différentes, enfin de têtes. Vous voyez ce que je veux dire. Et comme on est en science, on aime bien donner des noms. Et oui, un biofilm avec une tête différente, ça a un nom différent. Par exemple, un biofilm dans un courant fort va commencer à s'étirer et prendre le nom de streamer. Non, pas cela, non. Alors que quand on parle de tapis microbien, comme on peut voir dans les fonds marins par exemple, on va parler de périphyton. Un nom tout joli, tout mignon pour parler d'une énorme colonie de bactéries. Et enfin, on a également les stromatolites, qui ressemblent un peu à des champignons et qui peuvent laisser des empreintes en se fossilisant. Et vous allez me dire, mais comment ça se détache un bout de biofilm? Eh bah, ça dépend. Ça peut être lié par exemple à une augmentation du courant, ou justement à une maturation du biofilm. L'étape 5 dans la formation du biofilm. Et comme on est sur YouTube, je suis sûr que vous aimez les tops. Donc voici un petit top des façons pour votre biofilm de se disperser. Un des premiers modes de dispersion, ça peut être une dispersion des cellules et non du biofilm. Oui, je sais, je commence et je triche un peu. Par exemple, chez Pseudomonas aeruginosa, on va avoir un biofilm qui se développe en couches, et ces couches, elles peuvent de temps en temps se liquéfier pour laisser les bactéries justement nager à l'extérieur et se propager dans leur environnement. On a également la dispersion par morcellement. En gros, votre biofilm va se désagréger, perdre des petits bouts qui vont se retrouver un peu partout et se fixer là où ils peuvent. Et enfin, on a la dispersion de surface. Là, ça va être votre biofilm qui va s'étendre comme un blob et coloniser son environnement tout seul comme un grand. On a parlé de biofilms, on a parlé de comment les étudier. Maintenant, on va voir à quoi ça sert. Parce que c'est bien beau de parler de trucs, mais c'est aussi bien beau de savoir à quoi ils servent, ces trucs. Un exemple de l'étude des biofilms, c'est dans le cas, très connu des marées noires. Vous savez, ce truc un peu polluant, fait par des compagnies un peu polluantes. Parce que vous ne le savez peut-être pas, et c'est pas grave, mais les hydrocarbures ont une densité plus faible que l'eau, et donc ils flottent. Et on s'est rendu compte que, ils flottent, mais ils agrègent aussi des trucs, notamment des bactéries. Des bactéries qui vont former un biofilm autour du pétrole, et lentement mais sûrement le grignoter. C'est quelque chose qui est encore à l'état de début de découverte. Mais c'est intéressant de voir qu'on pourrait utiliser les microbes pour réparer les conneries de milliardaires un peu regardants au niveau de la sécurité, et de l'environnement. Mais pas trop du profit. Bizarrement. Les bactéries font un biofilm, et des fois ce biofilm il va causer des dommages aux tubes, à la plomberie et aux bateaux. C'est ce que l'on appelle le biofouling. On peut avoir par exemple le cas de bactéries et de microalgues qui s'agglutinent et on va parler de microfouling. Le fouling mais avec des petites bêtes. Puis ce petit biofilm, il va servir de support pour des plus grosses bêtes. On va parler de macro-fouling, puisqu'on va parler de macro-organismes, comme des crabes, des crustacés, des huîtres, bref. Coquillages et crustacés. Ce fouling, il va mener à de gros problèmes, notamment à la dégradation de la coque et à l'alourdissement de votre bateau. Ce qui est un peu gênant, parce que si votre bateau est plus lourd, il est plus lent et il consomme plus. Et ça, c'est pas bien pour plein de raisons. C'est vrai que c'est pas vraiment les micro-organismes qui vont ralentir le bateau, mais ces micro-organismes sont la clé de ce mécanisme de biofouling. Parce que je le répète, mais c'est eux qui créent la base sur laquelle va se greffer toutes les autres bébêtes. Il y a certaines études qui ont décrit l'organisation du biofouling, en suivant une séquence particulière dépendamment du lieu et du substrat. Mais en gros, on commence toujours avec des bactéries, des flagellés et des ciliés. Et si vous voulez plus d'informations, il y a la bibliographie dans les crédits. Parce que si je mets à chaque fois les noms, ça va faire cracher mon logiciel. Puis personne les lit de toute façon les publics. Pour vous donner une idée de l'abondance de microbes dans de l'eau de mer, on estime qu'un microlitre d'eau de mer contient 10 000 virus, 1000 bactéries, 110 cyanobactéries, une dizaine d'algues et une dizaine de protistes. Ça fait du monde, dans un volume qui est 1000 fois plus petit qu'un millilitre. Et des chercheurs ont justement étudié la formation de biofilms et ont proposé différents types pour le mécanisme d'encrassement, le nom que j'ai trouvé pour biofouling, pour ceux qui aiment tant la langue de Molière. Moi j'en ai rien à foutre. Outre les différentes étapes de formation de biofilms, il y a également différents types de biofilms que l'on va voir maintenant. Par exemple, il y a eu le type 1 qui contient uniquement des bactéries et des micro-organismes, donc rien de très exotique. Le type 2 qui est une couche qui va se former au-dessus du type 1 et qui est composé de diatomées,
Et puis le type 3 qui se forme bien justement des espèces qui vont se fixer sur les diatomées. On parle d'organismes un peu plus gros là. On commence à attaquer le plateau de fruits de mer. Du coup, on se retrouve avec un sandwich de petites bêtes, sauf que le pain, c'est du biofilm. Ne mangez pas du biofilm, c'est pas bon. Et puis c'est probablement toxique. Les bactéries et les microbes en général peuvent se fixer à tout un tas de structures, notamment les tuyaux et les filtres. Et ce biofilm, il va commencer à agglutiner des spores et des larves de crustacés. Des larves qui vont grossir et devenir des grosses moules, qui vont donc boucher nos filtres et nos tuyaux. Ce qui est justement un peu gênant pour ce sujet qui est la filtration de l'eau. Bah oui, parce qu'un des grands problèmes que l'on va avoir besoin de faire face d'ici pas longtemps, enfin on a déjà besoin d'y faire face, c'est la disponibilité de l'eau. L'une des principales technologies de production d'eau douce utilise l'eau salée ou l'eau usée traitée par osmose inverse. Dans ce processus, l'eau passe à travers une membrane faite de cellulose qui rejette les composés dissous dans l'eau. Si ces solutés s'absorbent de manière réversible ou irréversible sur la membrane, une résistance globale accrue de la membrane est observée et on va avoir un biofilm qui va se développer. Et ça c'est chiant parce que ça va diminuer le flux d'eau, augmenter la pression, augmenter les dommages à la plomberie et causer tout un tas de petits dommages et choses pas ouf, dont on n'a déjà pas besoin. En gros, à la fin, ça va foutre en l'air votre matos. Et ça se retrouve aussi pour les systèmes de refroidissement. Un système de refroidissement qui, justement, a des problèmes de flux, c'est un système de refroidissement qui refroidit moins, et qui refroidit moins bien. Et le problème, c'est que si ça refroidit moins bien, ça chauffe plus. Et donc, ça va probablement dégrader votre matos. Et tout ça, ça coûte un peu d'argent. En plus de ça, le biofouling et les biofilms, ça entraîne de la corrosion. On en a parlé quand on a parlé de Titanicae, la bactérie qui grignote le Titanic. En effet, les micro-organismes vont accélérer la corrosion, notamment des micro-organismes appelés des sulfates réducteurs qui vont justement utiliser le sulfate et produire la dégradation des métaux. Ça c'est pas ouf. On estime en 2016 que le coût de la biocorrosion s'élevait à 2,6 milliards de dollars. Ça fait beaucoup de dollars. Cette corrosion, elle a un énorme impact, notamment pour ce qui est du transport de gaz. Parce que si votre citerne à gaz fuite, ça va très mal se passer. Un autre facteur dans l'industrie pétrolière, c'est également que les micro-organismes, ils aiment bien les hydrocarbures. Donc si vous avez un biofilm qui se développe dans votre citerne de pétrole, vous allez vous retrouver avec un pétrole qui se fait digérer par vos microbes. Et ça, en général, vous n'en avez pas envie. Ça peut modifier la consistance de votre pétrole, ça peut également apporter des gaz dont vous ne souhaitez pas. Bref, ça peut causer tout un tas de problèmes. Pour une bactérie, les hydrocarbures, c'est un peu l'équivalent d'un kebab pour nous. C'est vachement bon. Et puis ça fait grossir. Alors évidemment, je parle de bactéries, mais n'oubliez pas qu'on a également parlé des archées qui produisent des biofilms. C'est juste que, en général, bactéries, ça parle à tout le monde, et que ce sont les micro-organismes les plus étudiés. En termes de corrosion, les principaux suspects sont les ferroréducteurs et les sulfates réducteurs, mais on peut également suspecter des acétobactères, des gluconoacétobactères et des aciditiobacillus. Des noms qui ne vous parlent absolument pas. Et c'est pas grave. Surprenamment, on a également des microbes qui ont un effet anti-corrosion. Oui, on part un peu plus loin du principe de biofilm, mais vous allez voir, tout est lié. En effet, certains micro-organismes vont inhiber la production de biofilms par d'autres micro-organismes, ce qui tombe bien, parce que nous, les biofilms, ça nous fait chier. Vous allez rire, mais on a également un effet anti-corrosion de certains biofilms. En effet, certains biofilms vont entraîner la séquestration de composés toxiques, tandis que d'autres vont inhiber la croissance des micro-organismes qui causent la corrosion. Oui, les micro-organismes se font aussi grand remplacer de temps en temps. Et enfin, on peut également avoir une surproduction d'EPS, ce qui va protéger notre surface des corrosions. Parce que oui, si on a une grosse colonie de microbes qui n'interagissent pas avec le support, il n'y a pas besoin de craindre une corrosion, puisqu'ils ne vont pas entraîner cette corrosion. Donc ils vont protéger de la corrosion, parce qu'ils vont protéger des microbes qui entraînent la corrosion. Il y a également à l'étude plusieurs tests de peinture anti-biofouling, des éléments qui seraient plus green. Green comment? Super green. Pour l'environnement, mais bon, prenons toujours une petite pincée de sel, juste au cas où il y aurait un peu de greenwashing. Juste un peu. Il y aurait également une structure à base de graphène qui serait à l'étude, parce que ce même graphène empêcherait les micro-organismes de se développer. Mais encore une fois, c'est à l'étude. Et puis c'est même pas mon domaine, donc bon, faites attention à ce que je dis. Après, on va pas se mentir, le meilleur moyen d'empêcher un biofilm de se développer, c'est de nettoyer. On peut également utiliser des ultrasons pour décoller un biofilm. Mais bon, je suspecte que vous ne lavez pas votre maison avec une cuve à ultrasons, donc cette piste n'est pas très intéressante pour nous, pauvres mortels. Le nettoyage par électrolyte est également à l'étude, en remplacement du nettoyage au chlore. Parce que le chlore, c'est pas très éco-friendly. Donc, partant de ce principe-là, on peut difficilement faire pire de toute façon. Enfin, pour la protection des bateaux, on utilise la protection cathodique.
et non pas catholique, qui en complément d'un revêtement anti-salissure serait la combinaison la plus efficace. Si vous connaissez quelqu'un qui bosse dans le nettoyage de bateaux, n'hésitez pas à lui demander. Les biocides sont également une voie utilisée pour lutter contre les biofilms, mais bon, biocides, vous vous doutez que ce n'est pas vraiment éco-friendly, donc cette disposition on peut la mettre au placard. C'est notamment utilisé dans l'industrie hydrocarbures, l'industrie du pétrole, l'industrie de gens qui ont beaucoup trop d'argent à dépenser et relativement peu de considération. Il y a également du travail qui est mené pour les membranes d'osmose inverse, étant donné que les biofilms représentent entre 5 et 20% du coût d'entretien de ces membranes. C'est donc pas étonnant que des gens bossent dessus. Notamment, une des techniques utilisées est l'utilisation de chélateurs, des molécules qui vont sécréter des ions métalliques qui sont très importants pour la formation de biofilms, et la survie des micro-organismes en général. Enfin, d'autres techniques ont été utilisées, même si vous n'arrivez jamais vraiment à vous débarrasser totalement d'un biofilm. Et oui, ces petites structures sont coriaces. Je l'ai déjà dit avant, mais les gens utilisaient de la chlorine, mais également de la bromine et du pyroxyde d'hydrogène, voire du formaldéhyde pour se débarrasser des biofilms. Bref, des trucs pas green du tout. Green comment? Vraiment pas green. Si le formaldéhyde ça vous parle, c'est que vous avez peut-être regardé les épisodes sur la fiche. Sinon, vous n'êtes pas trop tard pour regarder les épisodes sur la fiche. J'aime bien la fiche. Il y a également d'autres traitements qui sont utilisés pour se débarrasser d'un biofilm, tels que les traitements UV, les traitements par température, ou même les chocs électriques. L'utilisation d'enzymes, l'inhibition du quorum sensing, ça on en a parlé du quorum sensing, l'épisode doit être quelque part par là. On peut même utiliser des bactériophages, des virus qui vont ne boulotter que les bactéries. Bref, vous avez plein de techniques, et comme toujours, si ça vous intéresse, les publications sont dans les crédits. Mais toutes ces techniques, aussi prometteuses soient-elles, représentent quand même beaucoup de challenges. Bah oui, elles ne sont pas forcément viables à grande échelle, que ce soit économiquement parlant ou environnementalement parlant. Oui, balancer du chlore dans la mer, c'est pas une bonne idée. Je sais, c'est dur à assimiler, mais c'est pas une bonne idée. Mais on peut également utiliser les biofilms pour faire de la bioremédiation, c'est-à-dire réparer les conneries que certaines personnes des compagnies pétrolières, par exemple, auraient fait. Je sais, on revient souvent au pétrole ici, comme un thème. Bref, la bioremédiation, c'est se servir de processus naturels pour justement dépolluer des sols. Et c'est vachement chouette. Par exemple, l'utilisation de biofilms pour digérer les nappes pétrolières qui ont été émises lors de la fuite de Deepwater. Bon, ça sous-entend qu'il faut quand même amener d'autres choses aux microbes, parce que si les hydrocarbures sont riches en carbone, il faut quand même leur donner du nitrate, du phosphate et tout un tas d'autres nutriments qui sont très difficiles pour eux à trouver en haute mer. Mais c'est une technique. Certaines études suggèrent justement de relâcher du fertilisant près des nappes phréatiques pour stimuler la propagation de microbes, comme en 1989, où 42 millions de litres de pétrole brut se sont dispersés dans l'environnement. Et pour essayer de réparer ça, il s'est passé un truc. Pour essayer de réparer les dégâts, on a eu recours au déversement de 49 tonnes de fertilisants en 3 ans. Ça fait beaucoup, ce qui a conduit à une augmentation de la population microbienne capable de dégrader le pétrole de 10% à 40%. Après, on nique un peu l'environnement quand même. Puis on risque de stimuler une population dont on n'a pas envie. Ça, c'est pas bien. Le polysaccharide microbien le plus connu, la gomme xanthane, est utilisée en industrie, agroalimentaire ou non. Et elle est produite principalement par Xanthomonas campestris. Donc oui, on utilise des biofilms en alimentaire, pour de bonnes choses. La cellulose bactérienne, produite par Acetobacter xylinum, possède de bonnes capacités de rétention d'eau. Cette EPS est utilisée dans la fabrication de pansements spéciaux pour les grands brûlés, comme quoi ça peut même servir. Plusieurs espèces d'agrobactérium et de rhizobium sont également utilisées en agroalimentaire pour améliorer la consistance du tofu, ainsi que la gelée de haricots. Agrobacterium macleodi est une bactérie thermophile isolée au niveau d'une source hydrothermale, à 2600 mètres de profondeur au niveau des Fidji. Et cette petite bête produit un EPS qui est capable de fixer très facilement les métaux lourds, ce qui est bien justement pour la bioremédiation, mais également pour le minage. Plus surprenamment, cet EPS il peut être utilisé en remplacement du xanthane, la gomme dont j'ai parlé au tout début. Cet EPS, il est également utilisable pour améliorer la réparation des os. Bon, à l'heure où je vous parle de ça, je n'ai vu cette application que sur des rats, mais il se pourrait que cet EPS pourrait être utilisé pour faciliter la réparation de vos os en cas de fracture, ce qui est chouette. En conclusion de ces 3 vidéos, on a pu voir que les biofilms sont partout, qu'ils ont un énorme impact sur l'environnement et sur nos vies, voire même en industrie,
qui peuvent être négatifs, mais également avoir des effets positifs. On a vu que beaucoup de microbes peuvent faire ça, et on a vu que justement c'est un assemblage complexe qui induit des micro-organismes et qui va mener jusqu'à l'agglomération de crustacés. C'est un mécanisme que vous avez pu voir dans votre vie, que ce soit sur des bateaux ou même sur un évier oublié un petit peu trop longtemps. Rappelez-vous, vous êtes parti 2 semaines en vacances et quand vous êtes revenu, vous vous rendez compte que vous avez oublié une tasse dans l'évier. Cette tasse, elle a produit des trucs. Tout ça pour dire quoi? Que les biofilms, ça fait partie d'un de ces nombreux impacts que l'on n'espère pas avoir de la part de micro-organismes. C'est également quelque chose de très intéressant en recherche, et comme on a pu le voir dans cet épisode, il y a énormément de voies de recherche qui sont encore possibles pour l'utilisation de biofilms. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie de me suivre sur YouTube, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir, et moi je vous dis à la prochaine pour plus de vidéos et plus de microbes.